Deuxième partie de la leçon dynamique, équilibrage statique et dynamique. Les vibrations dues au mauvais équilibrage d'un solide en rotation autour d'un axe est un des phénomènes les plus fréquemment rencontrés, par exemple roues de voiture, arbres de machine-outils, etc. D'où l'utilité de déceler les causes et la manière d'y remédier. Alors, 2.1, deuxième paragraphe, modélisation. Considérant un solide S de masse M de centre d'inertie G, voilà donc un solide quelconque, de forme quelconque, d'axe ici de rotation Z0, donc en liaison pivot avec le bâti, de centre d'inertie G. Alors en liaison pivot parfaite d'axe OZ ou bien OZ0 avec le bâti. Ici Z est confondu avec Z0 bien sûr, avec le bâti S0. Le repère R0, OX0, Y0, Z0 est lié au bâti S0 est supposé galiléen et l'axe OZ0 est vertical ascendant. Donc en principe, il faut représenter ce schéma de telle sorte à ce que Z0 soit vertical ascendant. Soit le repère R, OX, Y, Z0, donc j'ai dit que Z est égal à Z0, donc axe commun, repère lié à S, donc lié au solide S, avec bien sûr θ, un angle entre X et X0 et entre Y et Y0. Donc bien sûr parce que l'axe Z est un axe commun, donc Z est égal à Z0. On pose OG est égal à AZ plus BX. Cela veut dire que G n'appartient pas à l'axe de rotation, OZ0. Et on donne la matrice d'inertie en haut du solide S. Donc sous la forme suivante, ABC, moins D, moins E et moins F. Cela veut dire que la forme du solide S en haut est quelconque. Ou bien tout simplement, il n'y a pas d'élément de symétrie. Il n'y a pas de plan de symétrie, pas d'axe de symétrie. Ça veut dire que les trois produits d'inertie ne sont pas nuls. Alors, le torseur des efforts au niveau de la liaison pivot et celui des efforts extérieurs appliqués sur S sont comme suit. Donc là, on aura deux efforts. On a l'effort au niveau de la liaison pivot. Donc si on isole bien sûr, si on isole le solide S, elle est soumise à l'action de la liaison pivot, au niveau de la liaison pivot, donc à l'action de S0 sur S au niveau de la liaison pivot. Ensuite, à l'action de l'extérieur. Donc là, le torseur bien sûr de la liaison pivot est simple à définir. Donc on aura un torseur dont toutes les composantes sont nulles, sauf la composante du moment suivant Z, puisque c'est une rotation suivant Z. Et pour le torseur extérieur, on va prendre un torseur extérieur quelconque. Donc toutes les composantes sont différentes de 0 pour le torseur extérieur. Et bien sûr, on va négliger la pesanteur devant ces deux actions. Donc on aura torseur de la liaison pivot, puisque c'est une rotation suivant Z, donc la seule composante nulle c'est la composante N. Et le torseur de l'extérieur, donc c'est un torseur quelconque, donc toutes les composantes peuvent être non nulles. Donc on a trois forces, trois actions sous forme de force suivant les trois axes et trois moments suivant les trois axes. Et bien sûr, on néglige l'effet de la pesanteur devant ces deux actions. Alors première étape, on va isoler S, donc appliquons le PFD à S dans son mouvement par rapport au bâti S0. Donc on isole S et on lui applique le PFD. Donc le principe nous donne l'équation suivante, équation torsorielle. Le torseur dynamique de S isolé par rapport à R0 est égal au torseur statique de S0 sur S, normalement est égal au torseur extérieur de S bar sur S, que je peux décomposer en deux torseurs, celui de S0 sur S
et celui de l'extérieur sur S. Donc D de S par rapport à R0 est égal à taux de S par sur S, que je peux décomposer en deux actions, torseur de S0 sur S plus torseur d'extérieur sur S. Donc il faut commencer par le calcul du premier terme, c'est-à-dire du torseur dynamique. Sachant que les deux torseurs statiques sont déjà donnés, donc le torseur statique de la liaison pivot et le torseur statique extérieur. Et en plus, les deux torseurs sont exprimés en haut. Donc on n'aura pas ici à changer le point de réduction du torseur, puisque là, toutes les composantes sont différentes de 0, ça veut dire que le torseur peut être exprimé en n'importe quel point, puisque la forme ne changera pas en tout point d'espace. Donc là, quel que soit le point P. Donc je peux prendre O. Par contre, pour la liaison pivot, bien sûr, cette forme, bien sûr, ne change pas tant que le point P appartient à l'axe de la liaison pivot. Donc, quel que soit le point de l'axe, le torseur de la liaison pivot aura toujours cette forme. Donc là encore, le torseur est exprimé en haut. Donc les deux torseurs sont déjà exprimés en haut, donc il suffit d'exprimer le deuxième torseur dynamique en haut. Donc on aura la résultante dynamique M gamma G appartenant à S par rapport à S0 et surtout le moment dynamique en haut, puisqu'on a dit que les deux torseurs sont déjà exprimés en haut, le torseur statique. Et en plus, la matrice d'inertie est donnée en haut. La matrice en haut. Donc je vais chercher le torseur en haut. Donc on va commencer par la résultante dynamique M gamma G. Donc pour calculer l'accélération gamma G appartenant à S par rapport à S0, il faut d'abord calculer la vitesse VG appartenant à S par rapport à 0. Pour calculer la vitesse, bien sûr, il faut dériver le vecteur position OG. Donc, on aura le résultat suivant. Donc bien sûr, c'est un résultat très simple. Donc, on aura la vitesse VG appartenant à S par rapport à S0 est égal à la dérivée de OG sur dt par rapport à S0. Sachant que OG est égal à AZ plus BX sur dt par rapport à S0. Or, A et B sont des constantes, et Z bien sûr est égal à Z0, donc Z0 est fixe dans le repère 0, ça veut dire que la dérivée de AZ est égale à 0. Il nous reste le deuxième terme BX, donc B est une constante, ça veut dire que c'est B fois la dérivée de X sur dt par rapport à 0. En utilisant la formule de dérivation vectorielle, je peux dériver dx sur dt par rapport à R0 en passant par le repère dans lequel X est fixe, c'est-à-dire par rapport au repère mobile R. Donc c'est dx sur dt par rapport à R plus oméga de R par rapport à 0 vectoriel X. Le premier terme bien sûr nul, puisque X est constant dans R. Et oméga de R par rapport à R0, bien sûr, c'est le vecteur θ point Z0. Donc d'après bien sûr la figure. Donc là on a directement, ce schéma correspond directement à une figure plane. L'axe sortant c'est Z0 égale à Z. Donc oméga de R par rapport à 0 est égal à θ point porté par Z ou Z0. Donc, θ point porté par Z0 vectoriel X, et bien sûr Z0 vectoriel X, ou bien Z vectoriel X, c'est un sens direct, c'est Y. Donc, la vitesse est égale à θ point Y. Donc, VG appartenant à S par rapport à 0 est égal à B θ point Y, puisque ici, il faut multiplier d de X sur dt par rapport à 0, il faut multiplier ce terme fois B. Donc, c'est B θ point Y. Donc, ensuite, pour calculer l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse sur dt par rapport à R0. Donc, la même chose, on dérive la vitesse. Donc, la dérivée de y sur dt par rapport à R0, c'est la dérivée de y sur dt par rapport à R0, puisque y est fixe dans le repère R, plus oméga de R par rapport à R0 qui est égal à θ point Z0 vectoriel Y. Z0 ou bien Z vectoriel Y, c'est un sens indirect, c'est moins X. Donc, c'est moins θ point X. Donc finalement, l'accélération gamma G appartenant à S par rapport à 0 est égale à B θ2 point Y, puisqu'on a dérivé le premier terme, plus B fois la dérivée, fois θ point, fois la dérivée de Y sur dt par rapport à R0. Par rapport à R0, donc c'est moins θ point X. Donc moins θ point X fois θ point, ça va être moins θ point carré X fois B, donc moins B θ point carré X. Donc finalement la résultante dynamique est égale à la masse fois B θ2 point Y moins B θ point carré X. Alors la résultante dynamique M gamma G est égale à
M fois bêta de point Y moins bêta point carré X. Donc le moment dynamique égale delta O de S par rapport à R0 est égal à la dérivée du sigma O de S par rapport à R0, le tout par rapport à R0, donc le moment dynamique est égal à la dérivée du moment cinétique, plus bien sûr le deuxième terme M VO vectoriel VG, le deuxième terme est nul puisque O est fixe dans le repère R0. Donc, je peux calculer d'abord le moment cinétique, donc le moment cinétique en O S par rapport à 0 est égal à la matrice d'inertie fois oméga, donc un seul terme, puisque là encore c'est la même chose, O est fixe, donc normalement plus M OG vectoriel VO, mais puisque O est fixe, le deuxième terme est nul. Donc matrice fois oméga, alors la matrice est donnée bien sûr en O, et oméga on a dit que c'était un point porté par Z0, donc on remplace. Donc là c'est la matrice multipliée fois oméga 0, 0, θ point suivant Z égale, donc première composante sur X, ligne, colonne, donc ça va être moins E θ point. Deuxième ligne, colonne, ça va être moins D θ point. Troisième ligne, colonne, ça va être C θ point. Donc, premier terme, moins E θ point. Deuxième terme, moins D θ point. Et troisième terme, bien sûr, C θ point dans la base X, Y, Z, ou Z0, c'est la même chose. L'étape suivante, on va calculer maintenant le moment dynamique. Donc on remarque que le moment cinétique est exprimé dans la base B, X, Y, Z. Donc là, je peux calculer la dérivée du moment cinétique en utilisant la formule de dérivation vectorielle, c'est-à-dire en passant par le repère d'expression de sigma. Donc je peux écrire que delta O de S par rapport à R0 est égal à delta est égal à la dérivée de sigma par rapport à 0, que je peux écrire sous la forme de la dérivée de sigma par rapport à R plus oméga de R par rapport à 0 vectoriel sigma O de S par rapport à R0. Donc le premier terme, c'est la dérivée du moment cinétique. Alors puisque c'est la dérivée par rapport à R et que le résultat est exprimé dans R, donc là on va dériver tout simplement le terme θ point. Donc ça va être θ2 point, θ2 point, θ2 point. Alors E, D, C sont des constantes. Et bien sûr, X, Y, Z ou Z0 sont fixes dans le repère R. Il suffit d'ajouter à cette dérivée le produit vectoriel de oméga vectoriel sigma. Donc alors, delta est égal donc le premier terme, bien sûr, la dérivée du sigma par rapport à R, c'est moins E θ2 point, moins D θ2 point, C θ2 point, plus le produit vectoriel de oméga, donc 0, 0 θ point, vectoriel sigma, vectoriel moins E θ point, moins D θ point, C θ point, égal, alors il faut calculer ce produit vectoriel. Alors pour le premier terme, c'est moins E θ2 point, plus, alors je barre la première ligne, c'est 0 fois C θ point, donc c'est 0, moins θ point fois moins D θ point. Donc ça va être plus D θ point carré. Donc premier terme plus D θ point carré. Deuxième terme, la même chose, moins D θ2 point, et je barre la deuxième ligne, c'est θ point fois moins E θ point, moins 0 fois C θ point. Donc c'est moins D θ2 point, moins E θ point carré. Vous pouvez bien sûr refaire le calcul si vous voulez. Et pour le troisième terme, je barre la dernière ligne, ça va être 0 fois 0, donc c'est 0. Donc il vous reste un seul terme, c'est C θ2 point. Donc le moment dynamique. O, S par rapport à R0 et le suivant. Donc là, c'est le moment dynamique. Je peux reprendre le principe fondamental de la dynamique sous forme de torseur et je vais écrire l'expression ou bien l'équation torsorielle. Donc, puisqu'on a déjà dit que D, si on applique le PF D à S, D de S par rapport à 0, donc le torseur dynamique de S par rapport à Z est égal à la somme des torseurs statiques, donc le torseur statique du bâti sur S au niveau de la liaison pivot, plus le torseur de l'extérieur sur S.
Alors maintenant, je peux remplacer tout ça. Donc là, c'est le torseur dynamique, résultante dynamique, écriture en colonne bien sûr, résultante dynamique. Donc voilà, donc suivant x, c'est moins m, suivant x, c'est moins m b θ point carré. Donc moins m b θ point carré. Suivant y, c'est m b θ de point. Suivant y, c'est m b θ de point. Et suivant z, bien sûr, c'est 0. Pour le moment dynamique, donc il suffit de recopier le résultat. Donc c'est le même. Alors le tout égale torseur statique de la liaison pivot plus le torseur de l'extérieur. Donc torseur de la liaison pivot en haut, donc pivot suivant en Z, plus le torseur de l'extérieur. Alors maintenant on peut écrire les équations issues de l'application du principe fondamental de la dynamique. Donc on va commencer par les équations de la résultante dynamique. Donc le PFD appliqué à S nous donne les équations suivantes, ici les équations. Donc TRD en projection sur X, ça va être X plus XE est égal à moins MB θ point carré. Ensuite Y plus YE est égal à MB θ 2 points. Et ensuite Z plus ZE est égal à 0. Donc là ce sont les trois équations, bien le TRD projeté sur X, Y et Z ou Z0. Ensuite le TMD en haut en projection sur X. Donc ça va être L plus LE est égal à moins E θ 2 points plus D θ point carré. Ensuite, TMD en projection sur Y ou point O, donc c'est ME plus M est égal à moins θ 2 points moins E θ point carré. Et enfin, TMD en projection sur Z au point O, c'est ME plus 0 est égal à C θ 2 points. Alors finalement, je peux déduire les inconnus de la liaison pivot, donc d'où les 5 composants du torseur des efforts de liaison. Ça veut dire que je peux déduire x, y, z, l et m. Donc ça va être x est égal à moins xe moins mb θ point carré, y moins ye plus mb θ 2 points, et z est égal à moins ze. De même pour les composantes, les composantes moment, donc l est égal à moins e θ 2 points plus θ point carré moins le. De même pour n est égal à moins θ 2 points moins e θ point carré moins me. Et enfin, bien sûr, pas de composante suivant z, n, donc n, on aura tout simplement 0 est égal à 7 2 points moins me. Deux, trois conditions d'équilibrage. Pour éviter les vibrations engendrées par le mouvement de rotation de S par rapport au bâti, il faut rendre les efforts de liaison, donc les 5 composantes du torseur statique, constants. Les 5 composantes qu'on vient de déterminer, il faut les rendre constants. Pour cela, il suffit d'annuler les termes d'inertie dans les 5 composantes, c'est-à-dire x, y, z, l, m. Alors, d'où la condition, ou bien les conditions d'équilibrage. Première condition, alors si on donne à b la valeur 0, b égale à 0, cela veut dire que x sera égal à moins xe, y est égal à moins ye, et z est égal à moins ze, bien sûr. Donc, x, y, z devient des constants. B égale à 0 veut dire ramener le centre d'inertie G de S sur l'axe de rotation, c'est-à-dire que OG ne dépend que de la composante suivant Z. Alors on a dit que OG est égal à AZ plus BX, alors si on donne à B la valeur 0, donc AG est égal à AZ, ça veut dire que G est sur l'axe de rotation. Donc G appartient à l'axe de rotation OZ. On réalise ainsi ce qu'on appelle l'équilibrage statique de S. Donc on appelle ça un équilibrage statique. Donc sur la photo, on voit ici le solide déséquilibré complètement. Alors ici, les deux masses sont égales, mais n'appartiennent pas au même plan. Donc dans ce cas, on a réalisé ce qu'on appelle un équilibrage statique, c'est-à-dire G appartient à l'axe de rotation. Alors deuxième étape, D est égal à E est égal à 0, D égale à E égale à 0, c'est-à-dire que L serait égal à moins LE, M est égal à moins ME. Donc rendre l'axe de rotation OZ principal d'inertie de S, on réalise ainsi l'équilibrage dynamique de S.
Voilà, donc maintenant le solide est équilibré dynamiquement. C'est l'autre. Allez, nickel la jante. 20 grammes, 20 grammes. C'est plus que correct vu la dimension. Et ça, en général, tu retrouves ces petites masses sur des jantes en bon état. Et si on pratique de l'équilibrage. Donc l'équilibrage peut se réaliser soit en fixant deux maslots sur le rotor ou de voiture, soit en enlevant de la matière au rotor, roues de train, vélo, requin, etc. Donc dans ce dernier cas, l'étude sera menée en affectant au maslot une masse négative. Donc, dans un but de simplification, on assimilera les maslots des masses ponctuelles en M1 et M2. Donc, une masse ponctuelle point M1. Donc, c'est le solide S1. Une deuxième masse ponctuelle à la position M2. C'est le solide S2. Bien sûr, le solide S, c'est la jante de la voiture. Donc, masslot S1 de masse M1. La position, bien sûr, de cette masse locale, c'est OM1 est égal à X1 porté par X plus Y1 porté par Y plus Z1 porté par Z. De même pour la masse lot S2 de masse M2. OM2 est égal à X2 X plus Y de Y plus Z2 Z ou bien Z0, puisqu'on a dit que l'axe Z est égal à Z0, axe commun de rotation. Alors, on va commencer par l'équilibrage statique de l'ensemble E, composé de S, la jante, qui n'est pas équilibrée bien sûr, plus les deux maslots collés sur la jante, donc S1 et S2. Donc l'équilibrage statique, c'est ramener le centre d'inertie G sur l'axe de rotation Z0. Donc le centre d'inertie de E étant défini par la formule de centre d'inertie, masse totale M, c'est-à-dire celle de S, plus M1 de S1 et M2 de S2, fois OGE, OGE, c'est-à-dire le centre d'inertie de l'ensemble E, est égal à M OG, donc M de la jante S, fois OG, position de centre d'inertie avant équilibrage, plus M1 OG1 plus M2 OG2. Mais ici, il faut faire attention, OG1 ici, c'est OM1, puisque le solide S1 est un point matériel. Donc G1 est confondu avec M1. Donc plus M1 OM1 plus M2 OM2. OM2, OG2, c'est la même chose. Exprimons que celui-ci doit appartenir à l'axe OZ ou bien OZ0. On a dit que G doit appartenir à l'axe OZ. Donc ça veut dire que la projection du vecteur OGE sur l'axe des Y et sur l'axe des X est égale à 0. Donc cela implique projection, on va commencer par la projection sur X. Donc OGE ou bien sigma. Sigma ici c'est l'ensemble E. Donc je l'ai noté sigma ou E, c'est la même chose. Donc OG sigma scalaire X est égal à 0. Donc la projection de OG sur X c'est X. Donc MX plus M1 X1, c'est la projection de OG1 sur X. Donc c'est X1. OG1 ou M1 c'est la même chose. Et la projection de OG2 sur X, c'est X2. Donc M2 X2, le tout égale à 0. De même, la projection de OGE sur Y doit être nulle aussi. OGE sur Y est égal. Alors, OG n'a pas de composant suivant Y, puisqu'on a déjà dit dans la première partie que OG est égal à une composante suivant Z plus une composante suivant X. Donc, il n'y avait pas de composant suivant Y. Donc, c'est 0 plus M1, projection de OG1 ou bien OM1 sur Y, c'est Y1. Projection de OG2 sur Y, c'est Y2. Donc, M1, Y1 plus M2, Y2 est égal à 0. Donc là, on a eu deux équations scalaires représentant le fait que G appartienne à l'axe OZ. Alors ça, c'est l'équilibrage statique. On passe maintenant à l'équilibrage dynamique. Donc, équilibrage dynamique de l'ensemble E, S, S1, S2. On a dit que l'équilibrage dynamique, c'est annuler les produits d'inertie D et E. Donc, on va écrire que le produit d'inertie total D de l'ensemble S plus S1 plus S2 doit être égal normalement au produit d'inertie de S plus le produit d'inertie de S1 plus le produit d'inertie de S2. Le tout égale à 0. Alors, de même pour E. Donc, les produits d'inertie DE et EE de l'ensemble
doivent être nuls. Soit, donc on va commencer par DE. Donc DE, donc c'est DD, c'est le produit d'inertie de S, plus, alors si vous vous rappelez, normalement, comment on calcule D, c'est l'intégrale de YZ dm. Mais si c'est un point matériel, on ne peut pas intégrer, ça va être directement, au lieu de dm, ça va être directement la masse totale, donc c'est M1 fois Y1Z1. De même pour le deuxième solide S2, c'est M2 fois Y2 fois Z2. Le taux doit être égal à 0. Alors ça c'est pour le produit d'inertie D total, DE total. De même pour EE total, alors EE c'est E, plus, sachant que le produit d'inertie E c'est l'intégrale de XZdm. XZdm, puisque c'est un point matériel, il n'y aurait plus d'intégrale, et à la place de dm on va mettre la masse totale, donc c'est M. Donc Mx1 Z1, ici c'est M1 normalement et non pas M, c'est M1, donc M1x1 Z1 plus M2x2 Z2. Produit d'inertie totale, donc E et D, donc le EE est égal à 0. Donc à ce stade de l'étude, on constate que l'on a 4 équations, donc là on a 4 équations, 2 pour l'équilibrage statique et 2 pour l'équilibrage dynamique. Donc, mais si vous comptez bien sûr le nombre d'inconnus, donc on a x1, x2, y1, y2, z1, z2, plus les masses m1 et m2, donc on a 8 inconnus. Il existe donc une infinité de solutions pour réaliser l'équilibrage. Mais dans la pratique, on rencontre fréquemment des contraintes pour la fixation des masses lottes. C'est le cas par exemple pour l'équilibrage des roues des voitures. Les masses lottes doivent être fixées sur le pourtour de la jante, c'est-à-dire sur le périmètre extérieur de la jante, une de chaque côté de la roue. Alors voilà, ils sont fixés sur le pourtour extérieur de chaque côté de la roue, de part et d'autre. Donc sur la première face et sur la face derrière. Donc on aura pour S1, puisque le rayon est constant, donc on peut passer aux coordonnées cylindriques. Donc si l'on passe aux coordonnées cylindriques par rapport au paire R lié à la roue, on a donc pour S1, donc à la place de X1, Y1, Z1, on aura R, mais R constant bien sûr, puisque la masse est fixée sur le pourtour extérieur, donc R constant, plus alpha 1, position angulaire, alpha 1, plus Z1, la position Z1 par rapport à l'origine. D'où X1, bien sûr, en cylindrique, c'est R cos, Y, c'est R sin. Donc R cos alpha 1, R sinus alpha 1. Et Z1, bien sûr, puisque la largeur totale de la jante est égale à L. Donc Z1, ça va être la moitié de L sur 2 suivant Z0. Et Z2, ça va être moins la moitié, donc moins L sur 2 suivant Z0. Donc L, largeur de la jante. Donc pour S2, la même chose, donc R alpha 2 Z2, donc X2 R cos alpha 2, Y2 R sinus alpha 2, et Z2 bien sûr moins L sur 2. Donc on remplace tout ça dans les équations précédentes, donc ici c'est-à-dire là on va remplacer X1 par R cos alpha 1, X2 par R cos alpha 2, Y1 R sinus alpha 2, Y2 par R sinus alpha 2. Les équations suivantes. Donc les 4 équations relatives à l'équilibrage deviennent à 4 inconnus et s'écrivent. Donc on aura bien sûr cette fois 4 inconnus. Pourquoi? Parce que tout simplement on a remplacé x1 et x2, y1 et y2 par alpha 1 et alpha 2. Donc à la place de 4 inconnus, on a maintenant juste 2 inconnus, alpha 1 et alpha 2, le rayon constant. Donc alpha 1 et alpha 2. Z est constant aussi, donc on aura alpha 1 premier inconnu, alpha 2 deuxième inconnu, plus les deux masses M1 et M2. Donc on aura 4 équations à 4 inconnus. Donc devient à 4 inconnus qui s'écrivent, et les équations s'écrivent. Donc pour la première, c'est celle-là, donc mx plus m1x1 plus m2x2. Donc m1, je remplace x1 par r cos alpha 1, m2 par r cos alpha 2. De même pour la deuxième équation, là c'est 0 plus m1 r sinus alpha 1 plus m2. Troisième équation, c'est des produits d'inertie. Donc d plus m1 y1 z1, je remplace y1 et z1 et y2 et z2. Donc d plus m1 z1 r sinus alpha 1 plus m2 z2 r sinus alpha 2,
sachant que Z1 et Z2 sont des constants. Alors, ils sont remplacés par Z1 par L sur 2 et Z2 par moins L sur 2. Donc ce sont des constants. Et enfin la dernière, E plus M1 Z1 cos alpha 1 plus M2 Z2 R cos alpha 2 est égal à 0.